Bonsoir à tous. On se retrouve pour notre étude de préparation à la fête de Pessah. Merveilleuse fête de Pessah. On a beaucoup de choses à voir ce soir, Bezrat Hachem. On va essayer d'être concis, d'aller droit au but, même si, encore une fois, ça ne remplace pas le fait de se préparer à la fête pour la Gada, mais aussi pour les halachot. On ne peut pas tout voir dans un temps aussi restreint, vous l'avez compris. Mais le but, c'est d'essayer de faire un tour global qui sera donc à approfondir. Notre étude, elle est basée sur ce livre, comme d'habitude, qui est vraiment fantastique. D'ailleurs, ces livres sont disponibles en PDF gratuitement en ligne. C'est eux-mêmes qui les mettent en ligne pour le Zikouï Arabim. C'est en hébreu, mais c'est un hébreu très facile. Si des gens veulent s'initier, je peux vous envoyer le lien. Et d'ailleurs, il y a Torah Box qui ont traduit, je crois, ces livres. Ça s'appelle Loi et Récit. C'est très bien fait. Loi et Récit, donc Halacha et Agada. Nous, on se concentre sur la partie d'Halacha, mais la partie Agada est aussi très intéressante. C'est un livre qui a été fait par Rav David Shalom Naki, que j'ai pas encore eu le mérite de rencontrer, que j'aimerais bien rencontrer. Et c'est basé sur la halakha selon Rav Ovadia Yosef. Et quand c'est différent, donc c'est tout le temps pareil pour Sfaradim et Ashkenazim, quand ça diffère pour les Ashkenazim, en général, on le précise. Euh, Quelques paroles d'introduction. Euh, Déjà, quand même, je le rappelle, ça veut dire, c'est quand même de la halakha, c'est délicat. Je rappelle que je ne suis ni rave ni rabbin. Je transmets un livre que j'étudie qui est fait de manière assez claire, qui m'apporte moi beaucoup de connaissances. Quelqu'un qui aurait un doute ou quelqu'un qui veut approfondir des choses, il faut se tourner vers un rave. Ce que je dis, bien évidemment, normalement, c'est censé être la vérité puisque je lis et je l'explique. Mais on peut se tromper comme tout être humain. Euh, il y a une histoire que j'avais entendue un jour de Rav Yosef Katan. C'est une vraie histoire. À l'époque, il y a eu une alia importante de gens de Russie, des gens qui venaient là-bas de la Russie soviétique. Il y a beaucoup de gens qui sont montés en Eretz Israël. Et un jour, il y a un chaliar Chabad pour, euh, qui est venu pour mettre les tuilines un peu, pour parler aux gens, pour leur remonter le moral et tout. Et là, il part vers un russe comme ça et il lui fait mettre les tuilines. Et les Chabad, ils font aussi, après Shema Israël, ils font dire une phrase, Anima Amin Be'emuna Shelema, c'est un des 13 principes, je crois. Donc, je crois d'une foi parfaite en la venue du Mashiach. Donc, il fait répéter aux Russes cette phrase-là. Et là, le russe pose la question au Chabad, c'est le russe qui pose la question au Chabad, et lui dit, mais est-ce que toi, tu crois dans la venue du Mashiach? Pas le Chabad qui pose au russe, c'est le russe qui pose au Chabad. Alors, le Chabad, bien entendu, il est Chabad. D'ailleurs, voilà, dédicace au Rabbi qui est là. Et c'est inversé. Et le Chabad lui dit, ben, évidemment que je crois en Mashiach. Il lui dit, eh ben, sache que moi, je crois encore plus que toi au Mashiach. Alors là, il a été surpris. Il lui a dit, magnifique, je suis très content. Et pourquoi, si je peux savoir? Il lui a dit, moi, j'étais en Russie soviétique. Là-bas, quand on était là-bas, on pensait qu'on n'allait jamais sortir de là-bas. C'était impossible de sortir de là-bas. Même un animal, il ne pouvait pas sortir de là-bas. On était enfermés. Et pourtant, on est sorti, on a vécu ça. Et maintenant, je suis libre et je suis en Eretz Israël, etc. Donc maintenant que j'ai vécu déjà une première Géoula, une première libération, je peux beaucoup plus croire qu'une autre libération va venir, la Géoula chez les avec le Mashiach. Et donc, j'y crois puisque j'ai déjà vécu ce genre de choses. Et donc, j'y crois comme ça. Alors, nous aussi, on doit s'inspirer de ça. C'est un peu ça le message de Pessah, parce que quand on a été libéré en Égypte, c'est les Bnei Israël, mais on sait qu'on est un ensemble de Neshamot. Donc, nous aussi, on a été libérés d'Égypte, et donc, on va aussi être libérés très bientôt avec la venue du Mashiach Bezrat Hashem. Par rapport à tout ce qui est Pessah, tout ce qui est... Il y a beaucoup de notions qu'on peut apprendre de Pessah. Juste pour donner comme ça quelques points et quelques paroles d'introduction. On sait que le Hametz, il est comparé au Yetzirah, donc on élimine le Hametz physiquement, mais c'est aussi une façon d'éliminer le Hametz de nos mauvaises midos, de nos mauvais comportements, de notre flemme, de notre lourdeur, etc. Et aussi, quand on a une mitzvah qui vient à nous, on nous dit Altachmitz, ne la laisse pas fermenter. Comme la pâte, on la laisse pas fermenter. On sait que le processus des matzot, il est timé de manière extrêmement précise. Il faut aller vite. Il y a, je crois, 18 minutes entre le moment où on mélange avec l'eau et la farine, et le moment où de la matière doit sortir. Alors pareil, quand il y a une mitzvah, on te dit, Al-Tarmitz, ne la laisse pas fermenter, sous-entendu, ne la laisse pas traîner. Il y a une mitzvah qui se présente à toi, fais-la. Peut-être que tu ne pourras plus la faire, peut-être qu'elle sera plus là, peut-être que ça sera compliqué, peut-être que ça va te coûter plus cher, tu sais pas. Une mitzvah vient à toi, fais-la. Donc on doit aussi avoir cette zrizout, c'est un des messages de Pessah. Il y a aussi le Shefa Chaim, il nous dit que, si on remarque bien dans la Haggadah de Pessah, et c'est intéressant, on nous enseigne que euh, on nous enseigne que Moshe Rabbeinu, il apparaît pas dans la Haggadah. Si on regarde, Moshe Rabbeinu, il apparaît pas. C'est quand même intéressant. Alors, le Shefa Chaim, il nous dit qu'il apparaît pas pour une raison, pour nous enseigner.
qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin spécialement d'avoir Moshe Rabbeinu, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais à l'époque, ils sont sortis, ils avaient quelqu'un de génial qui s'appelait Moshe Rabbeinu. Nous, on l'a pas, comment on va faire? Eh ben non, son nom apparaît pas, donc c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas spécialement besoin de quelqu'un comme Moshe, qu'en fait, par notre teshuva, par notre effort personnel, et on doit tous contribuer à la Géoula, et d'ailleurs, on le dit, Qu'il Yishuatecha Kivinu Vetsipinu Kolayom, on doit espérer dans la Géoula, on le dit chaque jour, on va nous demander à 120 ans est-ce qu'on a espéré le Mashiach, mais on doit aussi agir pour hâter cette Géoula. Et donc, en fait, c'est ça le Inyan, le sujet de Pessah, de passer d'esclave à être libéré. Aussi, on nous dit qu'il y a aussi une sorte d'Égypte personnelle. Ça veut dire il y a la libération générale du Klal, qui est la Géoula avec le Mashiach très bientôt, mais il y a aussi une libération d'une sorte d'Égypte personnelle. Dans la Chassidoute, on parle de Mitzraïm, qui est l'Égypte. Ça peut être lu aussi comme Metzarim. Metzarim, ça veut dire à l'étroit. Ça veut dire que parfois dans notre vie, on est à l'étroit, on se laisse enfermer dans des systèmes, dans des habitudes qu'on a pu prendre. C'est à nous, en fait, de sortir de ces habitudes-là, de casser ça pour pouvoir aller au-delà, parce qu'on peut toujours aller au-delà. Il faut aussi comprendre que le message de Pessah, il est hyper actuel. Ça veut dire que quand on lit la Haggadah, parce que on pourrait se dire, bon, mais la Haggadah, finalement, on la connaît, bien qu'il y a plein de passages qu'on peut approfondir, traduire, etc. C'est intéressant d'ailleurs de se préparer avant. La réussite d'un événement, elle dépend vraiment de sa préparation. Il reste encore pas longtemps, mais il reste encore quelques jours pour pouvoir prendre des livres, enlever la poussière s'ils ont pris la poussière dans la bibliothèque et étudier, préparer la Haggadah, pas juste arriver le soir du Seder et se contenter de lire des traductions, ça serait dommage. D'autant plus que plus on multiplie les récits le soir de la Haggadah, que la marbe les saper bitziat mitzraim, arez et meshubach, on parle de les saper, de raconter, pas simplement de lire. Donc c'est vraiment quelque chose où il faut vivre cette chose-là et pour ça il faut le préparer. On nous dit, il y a pas mal de choses qu'on nous dit que, par exemple dans Vie chez Hamda, la avotenu, velanou. Voici la promesse qu'il a tenue à Kadosh Baruch Hu, à nos ancêtres, la avotenu, velanou, et à nous, ça veut dire aujourd'hui. Aussi, quand on dit Becholdor Vador Chayav Adam, dans chaque génération, une personne se doit, Chayav Adam, Lirot et Atzmo, Keilu, Yatsam Mitzrayim, se considérer elle-même comme si elle était sortie d'Égypte, comme si elle sortait d'Égypte aujourd'hui. Donc, ça, encore une fois, c'est au niveau du fait de considérer ça pas comme une histoire qu'on va lire, mais plutôt comme un message actuel de chercher à être, à vivre cette libération, que ce soit au niveau personnel ou au niveau du peuple. C'est un message qui est totalement actuel. On n'est pas en train de lire une histoire. D'ailleurs, il faut se rappeler aussi que tout le but, on parle beaucoup de la sortie d'Égypte, on en parle dans les Tfilot, on en parle dans le Birkat, il y a plein d'endroits où on parle, c'est à chaque fois Zecher Letziliat Misraïm en souvenir de la sortie d'Égypte dans le Kiddush, etc. On parle tout le temps de la sortie d'Égypte, pourtant c'est un événement qui commence à remonter pas mal. Eh ben non, encore une fois, c'est un événement qui est actuel, qui a toute sa place. Et d'ailleurs, il faut se rappeler que tout le but pour lequel on est sorti d'Égypte, et c'est ce que disait Moshe quand il allait voir Paro pour nous demander à sortir d'Égypte, à nous libérer. Il disait laisse partir mon peuple pour qu'il serve à Hachem. Tout le but d'être sorti d'Égypte, si on a été libéré, c'est pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tout le but est jusqu'à aujourd'hui, si on est libre, même si encore on est dans une galoute, en exil, mais on a une certaine liberté d'action, c'est pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Et ça aussi, c'est un message, parce que des fois dans la vie, on arrive à se libérer dans des choses, Hachem nous met à notre portée des conditions de vie où on vit, où on peut manger convenablement, on peut habiter convenablement, etc. Toute cette liberté-là, elle n'est pas pour s'endormir ou pour traîner ou pour faire passer le temps. Comme m'a dit ma Chavruta avec qui j'ai étudié il n'y a pas longtemps, il m'a dit une phrase, il m'a dit En menucha baolam hazeh. Ça m'a marqué parce que c'est. Il m'a dit, je lui ai dit, mais attends, quoi, t'as été faire ça, t'as fait ça. Il m'a dit, il n'y a pas de repos dans ce monde-ci. C'est quelqu'un qui est jeune, ça veut dire, c'est pas un baba ou quoi que ce soit, mais bon, c'est une phrase qu'il faut, si c'est un travail de toute une vie. Mais il faut comprendre qu'on est là pour faire des choses, pour agir, pas pour s'endormir. Et donc ça aussi, ça fait partie du message de Pessah. Il y a plein de messages, je ne les connais pas tous du tout, de toutes les manières, mais en tout cas, on peut approfondir, il faut approfondir. Maintenant, le but, c'est de voir aussi pas mal d'halakha ce soir pour avoir un bon package. Donc, très rapidement, déjà, le mois de Nissan, on sait que le mois de Nissan, c'est un mois particulièrement propice au miracle. C'est un mois qui est en majorité de fêtes. Donc, en fait, on ne va pas faire les tachanonim, les supplications et tout ce qui est lié au tachanonim. Il y a plein de passages que quand on ne fait pas les tachanonim, on ne fait pas également. Comme par exemple dans le Tikkun Chatzot, le Tikkun Chatzot, il est composé de Tikkun Rachel et Tikkun Léa. En ce moment, on fait que le Tikkun Léa parce qu'on ne fait pas les tachanonim. Euh, donc c'est un mois comme ça qui est tourné autour du miracle, de la joie avec la fête de Pessah en plein milieu, etc. On a l'habitude aussi de lire les parachats à Nessim, ce que amenaient les Korban, parce que du 1er au 12 ou au 13 Nissan, il y avait l'inauguration du Mishkan. Et donc chaque jour, il y a un petit texte à lire par rapport à ça. Également, on a l'habitude de faire Birkat Ilanot. On peut la faire depuis le 1er Nissan, on peut la faire pendant tout le mois de Nissan et même au-delà s'il y a encore des fleurs
sur les arbres, il faut idéalement la faire sur deux arbres. Il y a plein d'halakhot, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails. Au moins sur deux arbres, au moins sur, idéalement deux arbres, mais au moins sur un arbre fruitier, pas un arbre qui est croisé ou greffé, un arbre fruitier. Et il faut absolument que les fleurs soient sorties. Il faut voir les fleurs avant de faire la bracha. Donc si on fait la bracha avec beaucoup de monde, ça ne suffit pas d'être devant l'arbre, il faut vraiment voir les fleurs avant de faire la bracha. Et au passage, quand on fait cette bracha, on sait qu'il y a des neshamot qui sont réincarnés dans les végétaux, pas que dans les humains ou dans les minéraux, mais aussi dans les végétaux, donc dans les fleurs, dans les plantes. Il peut y avoir des neshamot qui sont réincarnés. Quand on fait la bracha, on permet à ces neshamot d'être libérés. En échange de ça, on peut faire des prières à ce moment-là, juste après avoir fait la Birkat Ilanot. Et en fait, ces âmes, on leur a procuré un tel bien en les libérant qu'elles, à leur tour, vont prier pour nous et exaucer notre filote. Donc ceux qui n'ont pas encore fait Birkat Ilanot, il ne faut pas traîner, il faut le faire. C'est très rapide, ça prend 5 minutes. Et après, vous pouvez prier comme ça à la suite de ça. Euh, les femmes aussi doivent faire Birkat Ilanot, c'est une bonne chose. Concernant la cachérisation des ustensiles, il y a pas mal de points ce soir, comme vous allez le remarquer, qu'on va pas pouvoir approfondir, rentrer dans les détails, parce que ça serait trop long, parce que j'ai pas la connaissance précise pour. Mais on va quand même donner quelques notions générales. Tout ce qui est cachérisation des vaisselles. Celui qui peut aider, évidemment, il va acheter une autre vaisselle, il aura sa vaisselle de Pessard, sa marmite de Pessard, il n'y a pas de question. Maintenant, celui qui peut pas. Et il y a beaucoup de gens qui doivent, qui n'ont pas envie ou qui peuvent faire, ou peu importe. Donc, il y a des possibilités de cachérisation pour beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir cachériser. Il y a des choses, par exemple, quelqu'un qui veut cachériser un grille-pain, il ne pourra pas le cachériser. Donc, il va le mettre dans l'endroit qu'il va vendre avec le Hametz. Mais il y a beaucoup de choses, la majorité des choses qu'on va pouvoir cachérisé. Il y a pour cela, en premier lieu, un rave. Il faut avoir un rave, c'est important, savoir à qui se référer, savoir à qui s'adresser pour pouvoir poser nos questions et avoir nos réponses, particulièrement maintenant où il y a beaucoup, beaucoup de questions. Mais il faut être clair. L'idée, c'est qu'on ne peut pas laisser des doutes ou des trucs, on se dit, bon, on a toujours fait comme ça. Il ne faut pas hésiter à remettre en question tous les trucs qu'on a toujours fait comme ça. C'est d'ailleurs les choses les plus dangereuses. Tout ce qu'on n'a jamais remis en question depuis pas mal d'années, c'est ça qu'il faut vérifier, est-ce que c'est la bonne conduite. Et toute question, de manière générale, il faut l'éclaircir. On ne peut pas rester dans le flou, se dire, bon, plus ou moins ça va, c'est pas comme si c'était très grave. Non, il faut approfondir, ça fait partie de la mitzvah, ça fait partie de la avodat Hashem. Et Hashem, comme on dit, il sonde les reins et donc il sait exactement comment on se comporte, qu'est-ce qu'on a dans notre tête, est-ce qu'on est approximatif ou est-ce qu'on est précis. La règle générale, c'est qu'on va cachériser les choses de la même manière qu'on les a utilisées. C'est-à-dire que si on a utilisé quelque chose par le feu, la cachérisation, elle va se faire par le feu. Si ça a été quelque chose qui a bouilli, alors ça va se faire avec de l'eau bouillante. Pareil, dans tout ce qui est agala, il y a aussi des règles qu'on ne peut pas se contenter. Il y a des règles, c'est-à-dire que quand on met une marmite, il faut qu'elle soit complètement recouverte de l'eau chaude. D'ailleurs, il y a des endroits où ils s'occupent de cachériser. Et en général, là-bas, les gens savent faire comme il faut. Mais en tout cas, l'idée, c'est de bien se renseigner et de savoir comment se comporter pour pouvoir gérer par rapport à tout ça. Donc, il y a aussi des fiches pratiques, je crois, qui existent, peut-être par TorahBox ou autre. En tout cas, prendre des choses qui sont certifiées, vérifier et ne pas hésiter à vérifier avec un rave pour passer un bon Pessah. Oui, c'est des préparatifs, mais voilà, il faut les faire avant et il faut les faire mieux que l'année dernière. Euh, pour tout ce qui est cache-route des aliments à Pessah, l'idéal, c'est de prendre tous les aliments avec un tampon. Maintenant, il y a certains aliments qu'on va pouvoir prendre sans tampon et qui vont être permis en quelque sorte. Il y a des listes comme ça où on permet des aliments, mais disons que l'idéal, c'est de prendre des aliments avec un tampon cachère les l'épaisseur. Par rapport aux kitniyot, on ne va pas rentrer maintenant dans tous les détails des kitniyot. Les kitniyot, en gros, ce sont les légumineuses. Et c'est pas Hametz du tout, en fait, de base. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à l'époque, il y avait des champs qui étaient collés. Et donc, en fait, on a retrouvé dans des champs de choses qui n'étaient pas Hametz, on a trouvé un grain de blé, par exemple. Et donc, ça a été un problème parce que on sait que dans le Hametz, une toute petite miette de Hametz, ça rend Hametz, c'est un problème. Et donc, il y a certains minagim qui ont l'habitude de ne pas consommer ça depuis, parce qu'il y avait cette crainte, même si aujourd'hui, peut-être qu'elle serait moins là. Il y a différents minagim. Il y a aussi le minag de ceux qui sont montés en Eretz Israël, qui suivent le Shulchan Aruch Maradéatra, qui permet les kitniot. Chacun fera en fonction de son minag. Maintenant, on ne va pas rentrer dans tous les détails non plus de ces halachot-là. Mais ça aussi, c'est quelque chose que chacun doit prendre en compte et vérifier. Concernant la matzah ashira, donc la matzah ashira, en fait, on a le droit de faire des gâteaux ou de la matzah ou ce qu'on veut, ce qu'on appelle ashira, donc riche, fourni en quelque sorte. En fait, c'est de la farine de blé. Donc, je traduis directement, hein. Ce soir, on va pas faire en hébreu parce que sinon, on va pas tenir le timing.
C'est de la farine de blé qui est cachère et qui est pétrie dans, dans du jus de fruits ou dans de l'huile ou dans du miel ou dans de l'eau ou dans des œufs, etc. Tout ça, et sans qu'il y ait aucune goutte d'eau. Parce qu'on a un principe que nous disent nos chachamim, mes perot en marmitzin. Le jus de fruits, par exemple, ne rend pas marmitz, ne fermente pas. Et donc, en fait, il n'y a pas de crainte. Par contre, il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'eau. Et donc, c'est pour ça que sur ces produits-là, on va retrouver une cache-route pour certifier qu'il n'y a pas eu d'eau et qu'il y a eu, par exemple, quelque chose qui a été fait avec du jus de fruits ou avec des œufs ou avec autre chose comme ça. Tout ce qui est gâteau à Pessah, euh, il faut faire attention. Dès lors qu'il y a de la farine, en général, après il faut vérifier pour chaque produit, mais par exemple, si on a de la farine de matzah, le gâteau il va être maisonnote. Si c'est de la farine de pommes de terre, par exemple, ça va être chez Acol. Même si c'est un gâteau, il suffit qu'il soit fait avec de la farine de pommes de terre, ça va être chez Acol. Donc il faut vérifier les brachot qu'on fait sur les aliments à Pessah. C'est pas forcément la même chose que dans l'année. Dans l'année, en général, on voit un gâteau, c'est de la farine de blé, il n'y a pas de question et on fait maisonnote. À Pessah, il faut un petit peu plus regarder euh, ce qu'on mange et quel bracha on fait dessus. Souvent, sur les emballages, on trouve la bracha à côté de la hashgacha. Souvent, il y a plein de trucs qui viennent d'Israël. Il y a marqué B. Point, donc ça veut dire bracha. Et chez Akol ou Maisonnote, c'est souvent marqué. Si c'est pas marqué, il vaut mieux regarder la composition. Encore une fois, la mode Hashem, je pense que c'est une question de ne pas faire le canard, comme on dit. Le canard, c'est-à-dire fermer les yeux et de se dire, bon, fichier à colle, ça acquitte tout. En fait, non, pas du tout. Il y a une bracha, il faut la connaître. Et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit, Bézrat Hashem. Euh, une seconde. Concernant tout ce qui est produit, je rebois un petit peu de coca, j'ai fait la bracha, comme je vous ai dit déjà. Concernant tout ce qui est produit, pas non alimentaire. On a une règle qui nous dit qu'un chametz qui a été chez Nifsal mais Achilat Akelev BRF Pessar, qui a été rendu impropre à la consommation par un chien depuis la veille de Pessar, parce que la référence c'est vraiment l'état de la chose à la veille de Pessar, alors on a le droit d'en profiter pendant Pessar. Donc c'est pour ça que par exemple un produit cosmétique, prenons par exemple un déodorant, même s'il y a du chametz dedans, à la veille de Pessar, il est impropre à la consommation par un chien. Pareil pour du cirage, pareil pour un parfum, etc. Et donc, on peut prendre ces produits-là sans Ashgacha. Pour ce qui est dentifrice aussi, hein, c'est pareil, le même principe, c'est pas mangeable par un chien à la veille de Pessah, donc on peut prendre du, euh, on peut prendre un dentifrice qui n'a pas spécialement d'Ashgacha. C'est mieux celui qui veut prendre avec une Ashgacha, mais selon la stricte loi, il n'y aurait pas besoin d'Ashgacha. Par contre, un dentifrice qui est par exemple pour les enfants ou un dentifrice qui a la fraise des bois, qui a en fait un bon goût, qui serait donc oui mangeable par un chien, alors là, ça devient un problème. Pour tout ce qui est médicaments, donc des médicaments qui n'ont pas de tampon spécial pour Pessah et il y a une crainte qu'on ait mélangé du Hametz. Et le goût, il est pas goût, c'est-à-dire que le goût il est abîmé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un bon goût. On a le droit de les utiliser pour un malade qui est alité, même s'il n'y a pas de danger, il est quand même assez malade, on peut l'utiliser parce que le ta'am, il est pagoum, ou il est abîmé. Ou bilvad chez en acher nehene, mais en klal, par contre, il ne faut pas qu'on profite ne serait-ce qu'un petit peu du goût de ça, parce que si on profite, s'il y a un goût au médicament, un sirop par exemple, et que c'est chametz, alors là, c'est un problème. D'ailleurs, si on veut être plus tranquille, euh, il faut, euh, il faut consulter la liste des médicaments. Et encore une fois, là aussi, il y a des halakhot assez particulières. Quelqu'un qui aurait, par exemple, un traitement fixe et qui a une certaine maladie, par exemple, quelqu'un qui est malade du cœur et qui a un traitement régulier à prendre et qu'il n'y a pas de médicament qui va pouvoir venir en remplacement, il faut demander toutes ces questions-là à un rave en avance, pas au dernier moment, pour pouvoir savoir si oui ou non on peut les prendre. Et donc c'est ça l'idée. Euh, concernant les interdits du Hametz. On a plusieurs psukim dans la Torah, on va les citer rapidement. Nehemar Batorah, Shivat Yamim Seor Lo Imatse Bevatechem, Ki Kol Ochel Machmetzet Venichete Anefesh Ha'im Me'adat Yisrael Beger U'Be'ezrach Haaretz. Ensuite, on a un autre passage qui nous dit Matzot Yachal Et Shivat Yamim Velo Ira Elecha Chametz Velo Ira Elecha Seor Bechol Gevulecha. Venemar, et on a un autre passage qui nous dit Tashbitu Seor Mibatechem. En fait, euh, l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, on a trois mitzvot concernant le Chametz. On a
deux interdits et deux commandements négatifs, un commandement positif. Les commandements négatifs, c'est le premier, c'est donc l'oyeraï, donc que ne se trouve pas de chametz, donc mon chametz, qu'on ne se trouve pas de chametz, donc en fait de ne pas posséder de chametz. Ça, c'est le premier interdit. Le deuxième interdit, c'est de manger le chametz. Ça, c'est un deuxième interdit. Et la troisième chose qui concerne le chametz, c'est l'interdit pas l'interdit, c'est le commandement positif de tashbitou, c'est or mi batechem, d'éliminer le chametz de notre maison. Donc en fait, il y a trois choses concernant le chametz, basées sur des psukim clairs de la Torah. Un, ne pas en posséder. Deux, ne pas en manger. Trois, éliminer le chametz. À partir de ces psukim, c'est de là qu'on sait qu'on ne peut pas avoir de chametz à Pessah et qu'on va devoir le détruire, l'éliminer et qu'on ne peut pas en consommer, etc., etc. Euh, c'est pour ça donc qu'on fait un ménage de Pessah, qu'on vérifie qu'il n'y a pas de Hametz. Comme on le dit souvent, c'est un ménage du Hametz, c'est pas de la poussière. Donc il faut garder quand même une bonne ambiance à la maison dans les jours précédents Pessah. Et j'entendais même un jour d'un rave qui disait que en fait, Pessah, c'est oui une fête pendant toute la fête de Pessah, mais il y a aussi une fête avant Pessah. C'est la préparation de Pessah. Même si c'est des jours qui sont un peu stressants. N'oublions pas qu'on prépare une fête, on n'est pas en train de préparer une angoisse, c'est quand même quelque chose de positif qu'on prépare. Et donc, il faut rester dans cet état d'esprit-là positif, avec de la simra, en essayant de chacun travailler sur ses midotes, etc. Euh, donc, on va vérifier tous les endroits où on a pu mettre du hametz, dans les placards, dans la voiture, dans tous les endroits, dans les poches aussi. Souvent, il peut y avoir des poches, dans des poches des vêtements d'enfants particulièrement, il peut y avoir du hametz, etc. Et il faut faire, comme on l'a dit, c'est marqué là, benachat ou besimcha. Il ne faut pas hésiter aussi à... Des fois, parce que des fois, la femme, elle fait trop de choses et au final, elle arrive essoufflée, éreintée au seder et donc après, elle n'a plus de force et finalement, elle a fait tout ça pour ce moment-là et pour les jours de Pessah et au final, elle est écroulée, elle n'a plus de force, elle est nerveuse, etc. Et pareil pour le mari. Concernant le mari, il doit aider sa femme, c'est marqué ici en gras, les saïa et tishto. Il doit amener quelqu'un pour aider si c'est possible. Il doit honorer sa femme, etc. En tout cas, il doit l'alléger. Et c'est très important. Et ça fait partie clairement du klal de Ve'ahavta l'iracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est un chesed, et c'est peut-être le chesed principal. On a souvent tendance, et je parle pour moi le premier, je pense que tout le monde est comme ça un petit peu, à vouloir beaucoup aider à l'extérieur parce que on va être plus reconnu, ou parce qu'on a plus un plaisir, ou parce que c'est plus une fois de temps en temps, ou parce que voilà, il y a une ambiance avec plusieurs personnes qui le font, etc. Et l'intérieur, des fois, on le néglige un petit peu, alors que il y a un ordre. Ça veut dire que c'est d'abord chez soi, ensuite un peu plus loin sa famille, ensuite les gens de sa ville, les étrangers, etc., etc. Il ne faut pas oublier cet ordre-là. Et le principal du chesed et du ve'aftal l'erech hakamocha, ça va se passer déjà avec sa maison, avec les membres de sa famille. Pareil pour tout ce qui est serviteur, enfin serviteur. S'il y a des gens qui ont des serviteurs, vous pouvez m'écrire en message, si vous pouvez m'envoyer leur numéro de téléphone. En tout cas, quelqu'un qui a par exemple une femme de ménage ou un homme de ménage ou quoi que ce soit, le Rambam, il insiste beaucoup sur le respect qu'on doit à ces personnes-là, et même si ce sont des goïms, parce que ça peut être soit un Chilul Hashem, soit un Kiddush Hashem au final, c'est en général forcément l'un des deux. En tout cas, on doit un respect important à ces gens-là. Concernant les livres, on n'a pas d'obligation de vérifier tous les livres. Quelqu'un qui a une bibliothèque remplie, il n'est pas obligé d'aller vérifier entre chaque page de chaque livre. S'il y a des livres particulièrement, il sait il mange souvent dessus, son petit-déj ou autre, oui, il faut quand même les vérifier. Ou par exemple, les birkat Amazon, en général, c'est très problématique parce qu'il y a de la nourriture qui peut être collée dessus. Donc, soit on les nettoie bien, soit on les met de côté avec ce qu'on vend. Euh, Très bien. Une seconde. Les produits pour lesquels il y a un mélange, ta'arovet hametz, donc un mélange avec du hametz, si ils sont aptes à être mangés par un homme, alors il est interdit de les garder à Pessah. Par contre, s'ils ne sont pas aptes à être mangés par un homme, mais seulement par un animal, ils peuvent être mangés seulement par un animal, on a le droit d'en profiter à Pessah. C'est quoi en profiter? C'est pas les manger nous-mêmes, c'est par exemple les donner à un animal. Donc c'est mangeable que par un animal, je vais les donner à un animal. Ou quand on dit profiter, ça peut être aussi les vendre à quelqu'un, c'est une sorte de profit. Donc quelqu'un qui a par exemple de la nourriture de poisson rouge, c'est pas mangeable par un humain, c'est mangeable que par l'animal, même s'il y a du hametz dedans, vu que c'est pas mangeable par un homme, mais seulement par l'animal, il pourra en profiter et donc donner à son poisson rouge cette nourriture-là. Encore une fois,
il faut pas hésiter à poser des questions. Il y a des gens qui étudient la Torah toute l'année, des rabbinim, des gens sérieux qui connaissent vraiment bien la halakha précisément. Il faut vraiment pas hésiter à qu'on parle à ce genre de personnes-là et poser nos questions. Et c'est pas si j'ai 10 questions, bah, je vais prendre les 7 plus importantes. Je pose toutes mes questions et j'ai toutes mes réponses. Ces gens-là sont là pour ça. Ils ont choisi ce chemin-là pour ça aussi, même s'il faut bien sûr les respecter. Chacun a des horaires, etc. Mais en tout cas, il faut poser ces questions. Concernant la vente du Hametz, le Hametz, on ne peut pas le laisser dans notre possession comme on a dit. Donc le principe, c'est de le vendre à un goy. C'est-à-dire que s'il y a une pièce qu'on n'a pas, on sait qu'il y a du Hametz, ou on va regrouper le Hametz dans une pièce, on va vendre le Hametz qui est dans cette pièce-là. Et même si c'est dans notre maison, c'est permis. Du moment que c'est fermé convenablement, idéalement, on met un peu de scotch, ou on peut marquer que c'est Hametz pour ne pas se tromper à ouvrir ce placard. Mais on peut par exemple vendre comme ça un endroit. Il faut donc que ce soit mis à part, caché, pour pas qu'on touche là-bas. Et donc, on peut vendre aussi cette partie-là. Donc, la vente du Hametz, on ne peut pas s'amuser à la faire nous-mêmes avec un contrat qu'on imprime ou quoi. C'est quelque chose qui est très, très précis au niveau des dynimes. Et donc, il faut faire notre vente de Hametz auprès d'institutions qui sont sérieuses, reconnues et qui vont s'occuper de ça comme il faut. Souvent, on voit qu'il y a marqué dans la vente du Hametz, voilà, je vends le Hametz tel endroit, où est entreposé mon Hametz et on note les endroits. Rav Ovadia Yosef, il dit, il vaut mieux ne pas marquer le Hametz. Je note juste mon nom, mon adresse, etc. Et je note pas spécifiquement où est le Hametz. Moi, je sais où j'ai laissé mon Hametz. C'est important que moi, je sache parce que c'est en fait une question de kavana d'intention. Je sais que par exemple, ma cave, je l'ai vendue, il y a du Hametz dedans. Dans ma tête, c'est bon, c'est la cave. Mais il vaut mieux ne pas noter comme ça, de cette manière-là, si jamais on a oublié un endroit ou quoi que ce soit. Alors, comme c'est général, ça prendra quand même effet. Et il vaut mieux donc faire de cette manière-là. Euh, En fait, on vend le Hametz partout où il se trouve, quand on va rester général comme ça dans ce document-là. Ne pas traîner pour la vente, ne pas attendre le dernier moment, ça serait quand même très très problématique. Donc il ne faut pas traîner, surtout si on note pas les endroits, on peut le faire dès maintenant parce que on sait, idéalement, c'est mieux de savoir dans notre tête où on va les laisser. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir vite comment on fait ça pour pouvoir faire ce document-là sans traîner. Après Pessah, quand on va manger du Hametz, un Hametz qui a transgressé Pessah en quelque sorte, qui était Hametz disponible à Pessah appartenant à un juif, il y a un problème, on ne peut pas en tirer profit. Donc c'est pour ça qu'après Pessah, en fait, vous voyez souvent une liste en France ou même en Israël aussi, parce que par exemple, il y a admettons une macolette, le gars ne fait pas de Torah et mitzvot, il va pas vendre son Hametz. Lui, moi, je vais acheter après Pessah maintenant un gâteau là-bas. Le gâteau, il est caché, il y a une Ashgacha. Le problème, c'est que lui, il n'a pas vendu. C'était du Hametz à Pessah, je ne peux pas en tirer profit. Ou par exemple, il y a un supermarché à Paris, le propriétaire, c'est un juif, il n'a pas fait la vente de son Hametz, et donc je ne peux pas acheter ça. Et donc, c'est pour ça que vous verrez qu'il y a une liste juste après Pessah qui sort, où on a une liste de tous les commerçants qui ont donc vendu leur Hametz comme il faut, ou alors une liste de commerçants où, attention, le propriétaire est juif. Et là, soit on vous dit il n'a pas vendu le Hametz, soit en tout cas il faut faire attention et demander est-ce qu'il a vendu le Hametz ou non. Mais en tout cas, l'idée c'est qu'on ne peut pas acheter du Hametz où on veut après Pessah, au moins pendant un temps de renouvellement des stocks. Je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est considéré comme 40 jours peut-être, mais ça c'est à vérifier. Et là, on se dit, bon, après 40 jours, ça y est, c'est plus ce paquet-là qui était là depuis Pessah. Celui-là, il l'a vendu entre-temps. Maintenant, c'est un nouveau paquet qui est arrivé. Donc, il faut faire ça attention aussi. Après Pessah, on a aussi donc une certaine vigilance à avoir. Euh, Quand on vend le Hametz, il faut absolument pas vendre la vaisselle. Si on vend notre vaisselle, entre-temps, elle a appartenu à un goy. Dès lors que la vaisselle a appartenu au goy, on devrait la retremper au mikvé, ce qui peut être problématique. Toute personne va vendre le Hametz, même s'il ne laisse pas de Hametz dans sa maison, parce que des fois, il a pu laisser un peu de Hametz ou de mélange de Hametz et il n'est même pas au courant de ça. Et donc, euh, il vaut mieux le vendre pour pas qu'il y ait de problème. On peut aussi faire la vente pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas religieux, quelqu'un on sait qui ne va pas la faire. On peut faire sa vente parce qu'on a un principe qu'on peut faire mériter une personne. Chez l'Obéfana, même si elle n'est pas là, on ne peut pas prendre à quelqu'un quelque chose s'il n'est pas au courant, mais lui donner quelque chose, le faire gagner, on peut, parce que la personne, elle est toujours gagnante et donc on peut procéder à la vente pour quelqu'un. Euh, Très bien. Le Shabbat Agadol, c'est le Shabbat qui est avant Pessah. Euh, on sait que
ce qui s'est passé à l'époque, c'était Shabbat. Donc, ils sont sortis d'Égypte un, un jeudi. Le Shabbat d'avant, c'était le Shabbat, ce qu'on a appelé Shabbat Agadol après. Par rapport à ça, ils ont pris un agneau, ils l'ont attaché au pied de leur lit et les Égyptiens leur ont demandé. Et ils leur ont dit on va être libérés. Et en fait, par rapport au grand miracle qu'il y a eu, ils n'ont rien pu faire parce que c'était la divinité des Égyptiens, quand même, il faut le rappeler. Donc, par rapport à ça, c'est en souvenir de ce miracle-là qu'on appelle ça Shabbat Agadol. Donc, c'est le grand Shabbat. Il y a une dracha du Rav qui est fait. On rappelle les lois de Pessah. On dit Shabbat Agadol Shalom, etc. Et donc, ça sera le Shabbat juste avant Pessah. Euh, Très bien. Concernant l'abdikat Hametz, j'ai entendu un jour de Rav Aaron Boudboul, qui est le gendre de Rav Ovadia, euh, qui est très très calé en halakha. Il disait que c'est quoi le sens de cette dika? Parce qu'en fait, l'abdika, on sait qu'au moment où on fait l'abdika, on sait qu'il n'y a pas de Hametz, parce qu'on vient de finir 2 semaines, 3 mois de ménage. Alors il dit c'est un peu comme dans une usine. Même si on est sûr à 99,99% que ça passe, que tout est bon, etc., il y a toujours un contrôle qualité dans l'usine. Le contrôle qualité, même si 99,99% du temps il passe, on a besoin de ça quand même euh, pour certifier en quelque sorte la maison. Ok, une seconde. Donc, normalement, la Bdikat Hametz, ça se fait un jour avant Pessah, donc le 14 Nissan au soir. Cette année, comme vous savez, le 14 Nissan au soir, ce sera Shabbat. Donc, on décale l'Abdika à jeudi soir. Donc, cette année, l'Abdika Tramet, c'est jeudi soir. On fait d'abord la prière de Harvit. Si on doit refaire le schéma après Harvit pour valider notre schéma, on fait d'abord le schéma, comme au même titre qu'on fait Harvit, parce que c'est des mitzvot qui sont quotidiennes et qu'on fait plus souvent. Il faut vérifier tous les endroits en fait qu'on n'a pas vendu. Tout endroit qui est vendu, on n'a pas besoin de le vérifier. Tout ce qui n'est pas vendu, on va le vérifier avec une bougie. OK. À partir du moment où le Zman de l'Abdika arrive, donc c'est-à-dire le soir, globalement, l'idée, c'est qu'il faut éviter de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre un grand repas, il ne faut pas commencer à faire une mélacha, il ne faut pas dormir, etc. Et même si, admettons, la nuit est arrivée, on ne peut pas commencer maintenant à étudier la Torah. C'est l'heure de l'Abdika maintenant, il faut faire l'Abdika Tramet. Concernant l'abdicat Traves, donc on a l'habitude de préparer 10 petits morceaux. Au passage, n'oubliez pas d'emballer les morceaux, non pas dans de l'aluminium, mais dans du papier. Bien emballé, bien entendu, du sopalin. Pourquoi? Parce que quand on va le brûler, ben, l'aluminium, ça ne brûle pas. Et plutôt que d'aller ouvrir, etc., il ne faut pas oublier voilà, de mettre dans du papier, c'est quand même plus pratique. Et on prend ces 10 morceaux, on les cache. C'est bien de noter les endroits dans lesquels on les a mis. Donc une personne va les cacher et le Baal Habaït va les chercher. Les membres de la maison vont éparpiller les morceaux. Ils vont noter idéalement où sont les morceaux pour pas qu'on en oublie un. Et on fait donc cette dika à la lumière d'une bougie. Pourquoi une bougie et pas une torche? Parce qu'une torche, ça éclaire trop et donc on va peut-être pas assez s'approcher, alors qu'une bougie, on va vraiment s'approcher. Il y a des rabbinim qui prenaient plusieurs heures pour faire l'avdika. Il faut comprendre. Donc peut-être qu'à notre niveau, on ne peut pas prendre plusieurs heures. Mais si au lieu de la faire en 3 minutes, on peut la faire en 10 minutes ou en 15 minutes, c'est quand même mieux. On a donc une bracha, donc Kodem chez Yvdok, avant de faire la bracha, on va faire la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'etzivanu, al biur chametz, qui nous a ordonné le biur chametz, de brûler le chametz, alors que là on est en train de faire l'abdika. Pourquoi on parle du biur? Parce que tout l'objectif de l'abdika, c'est de l'éliminer après le lendemain. Donc dès maintenant, on est dans cette dimension-là de l'éliminer le chametz. On ne va pas parler entre la bracha et l'abdika, même concernant entre la bracha et l'abdika, on ne peut pas parler du sujet de l'abdika. Il faut absolument commencer déjà l'action de l'abdika. Maintenant, dès qu'on a commencé à faire l'abdika, il faut éviter aussi de parler, sauf si c'est quelque chose qui concerne l'abdika tramet. Une fois qu'on a commencé à l'action, alors là, on peut, si besoin, parler d'un sujet qui concerne l'abdika tramet. On ne fait pas la bracha de Shechianu, et donc on vérifie comme ça chaque pièce, chaque endroit, chaque chose précisément et avec joie. Celui qui a une voiture et qui ne la vend pas et qui va l'utiliser, il doit aller descendre dans sa voiture pour faire la vérification. Celui qui a un magasin,
Si le magasin est à côté, il va le faire dans la foulée. Si c'est après, il va le faire après dans un deuxième temps dans son magasin. En tout cas, il faut vérifier tous les endroits qu'on ne vend pas et donc qui vont nous appartenir. Très bien. Une seconde. Si quelqu'un a un magasin, par exemple, quand il va faire la bracha chez lui de l'abdika, il pense à acquitter que sa maison maintenant, ou sa maison et sa voiture. Parce que si le magasin est trop loin, ça va faire une interruption. Donc quand il ira vérifier le magasin, il fera à nouveau la bracha. Très bien. Tous les endroits qui ont été vendus, encore une fois, on ne va pas faire l'abdika là-bas. Euh, ok. Concernant le bitul chametz. Achar gmar abdika tzarich levatel et chametz. Quand on a fait l'abdika, on doit éliminer maintenant le chametz. Chez Manotar Adain, de peur qu'il reste encore dans notre possession du chametz qu'on n'a pas vu. Ou bitul aïnou les galotes d'arato. Donc c'est quoi l'idée du bitul? C'est de dévoiler dans notre kavana, dans notre intention, qu'on considère comme nul et inexistant, comme la poussière de la terre, du Hametz. Et on a une obligation, et il faut faire attention à ça, on a une obligation de comprendre ce qu'on dit dans le bitoul. Quelqu'un qui lit juste le bitoul, d'ailleurs, souvent il est marqué en araméen, personne ne comprend l'araméen. Et donc on n'est pas acquitté, il faut le comprendre. Donc celui qui veut le lire en araméen qui comprend très bien, celui qui veut le lire en hébreu qui comprend très bien, celui qui comprend ni l'araméen ni l'hébreu doit absolument le lire à voix haute en français. C'est très important de comprendre ça. Parce que c'est pas comme si on lit un Tehillim ou un morceau de Zohar et ça fait son effet tout seul. Non, il faut vraiment comprendre pour pouvoir l'annuler de son cœur. Donc le soir, on dit Kol Chamira Deika Birshuti. euh, Bon, on va le dire en hébreu directement. Tout, Kol Chametz ou Seor chez Yeshno Birshuti, tout le vin et Chametz qui est dans ma possession. Chez l'Oreïtiv et chez l'Obiativ que je n'ai pas vu ou que je n'ai pas éliminé. Id Batel veillez qu'Afarar, qu'il soit annulé, qu'il soit considéré comme la poussière de la terre. Euh, et donc, on lit ça 3 fois pour que ça soit assez fort comme ça. Ensuite, on a laissé donc le Hametz de côté pour pouvoir manger encore le soir si on veut du Hametz, manger encore le midi du Hametz, etc. Donc là, ça sera encore plus que ça parce que là, on va faire l'abdika jeudi soir, mais on va en manger encore jeudi soir, vendredi, vendredi soir, samedi, jusqu'à l'arrêt d'heure de consommation. En tout cas, après ça, on peut encore en consommer. On fait un premier bitoul, le lendemain, on va faire un deuxième bitoul. Si on fait un deuxième bitoul, quand on va le brûler, on fait aussi un bitoul du Hametz. En fait, c'est toute une question de sécuriser. De peur qu'on oublie de faire le deuxième bitoul, au moins on a déjà sécurisé, on a fait un premier bitoul en disant encore une fois, il faut comprendre les mots. Maintenant, le lendemain, on va faire le biou chametz. Le biou chametz, c'est de brûler le chametz. Donc, on a une heure limite pour pouvoir brûler le chametz. On brûle le chametz, on vérifie qu'il brûle bien, qu'il soit vraiment plus consommable. Euh, il faut que ça soit vraiment comme du charbon, quoi. OK? Quand on fait le bitou, quand on brûle, on va d'abord brûler pour que ça soit encore notre chametz et après seulement on va dire le bitoul qui est donc cette fois le deuxième bitoul. Cette fois le terme sont un petit peu différents. Dans celui qu'on a fait le soir, on a dit tout le chametz que je n'ai pas vu. Et là, on va dire le Hametz que j'ai vu et que j'ai pas vu. Le soir, on dit que celui que j'ai pas vu. Admettons qu'il y a un petit bout là-bas que j'ai oublié, je sais même pas qu'il existe, donc il sert à ça le bitoul. Mais il y a du Hametz que j'ai vu que je vais encore consommer. Donc celui-là, le soir, je suis pas intéressé à l'annuler parce que j'ai ma petite pita pour mon petit déjeuner le matin. Maintenant, une fois que j'ai brûlé mon Hametz, et c'est ça l'intérêt de brûler le Hametz avant de faire le bitoul, c'est encore mon Hametz, je l'ai brûlé. Maintenant, ça y est, je veux plus de Hametz, ni celui que j'ai pas vu, que je sais pas où il est, ça sert à ça le bitoul de l'annuler complètement, et même celui que j'ai vu, parce que là, ça y est, je suis plus censé en avoir, je veux vraiment tout enlever. Donc, c'est pour ça que la phrase est un petit peu différente le matin. Maintenant, cette année, comment ça se passe concrètement? La bdika, on va la faire jeudi soir. Le bitoul, on fait un bitoul donc jeudi soir. Il y a un deuxième bitoul avec le fait de brûler le Hametz. Bon, cette fois, on pourra pas vraiment le brûler parce que c'est Shabbat, parce que c'est là le 14 Nissan, c'est là qu'il y a l'heure limite, etc. Donc, on va le faire disparaître dans les toilettes ou ceux qui peuvent porter, si par exemple il est en Israël, il peut aller le jeter dans une poubelle publique. En tout cas, le faire disparaître comme ça. Le principal donc du l'abdika, c'est jeudi soir, avec le bitoul qu'on fait juste après. Le principal donc de l'élimination du Hametz, le biour Hametz et aussi le deuxième bitoul qu'on fait, ça va être Shabbat cette année. Maintenant, en plus de ça, on a quand même pour garder l'habitude de quand même brûler le Hametz et le brûler vraiment.
En plus de ça, en plus de faire disparaître le Hametz avant l'horaire limite pendant Shabbat, de le faire disparaître dans les toilettes et de lire ce bitoul, on va faire ça aussi exactement la même chose vendredi matin. Et cette fois, on va pouvoir vraiment brûler le Hametz. Donc, on brûle notre Hametz et on fait aussi le bitoul, même si ce n'est pas le principal. Encore une fois, le principal, c'est jeudi soir et samedi matin. Mais on va aussi le faire vendredi. Donc, on va pouvoir le brûler vendredi, puisque ce ne sera pas Shabbat, vendredi matin. Et on va faire le bitoul. Donc, en fait, il y a une dika jeudi soir, un bitoul jeudi soir, un brûlage de Hametz vendredi matin, un bitoul de Hametz vendredi matin, en sachant que tout ce qu'il y a vendredi matin, ce n'est pas l'obligation stricte, ce n'est pas le principal, mais c'est quand même important. Et ensuite, samedi matin, où on va faire disparaître le Hametz. C'est comme un biour, sauf qu'on ne va pas le brûler parce que c'est Shabbat, on va le jeter dans les toilettes. Et un bitoul, où là, on annule complètement, ça y est, on ne pourra plus manger de Hametz. Euh, Ok. D'ailleurs, je crois que dans celui qu'on va faire vendredi matin, on ne dira pas le Hametz qu'on a vu. On ne voudra pas l'éliminer celui-là, parce qu'on a encore du Hametz qu'on va vouloir pour vendredi soir et pour samedi matin. Cette année, c'est un peu particulier parce que voilà, c'est la veille de Pessah tombe Shabbat. D'ailleurs, pour la petite info, la prochaine fois que ça tombe comme ça, c'est dans 20 ans, c'est en 2045. Donc voilà, faut pas s'angoisser, il faut plutôt profiter de ça et se dire, OK, il y a des nouvelles à la chote un peu, il faut comprendre, connaître. Mais la prochaine fois qu'on nous demandera de le faire, c'est dans 20 ans. Donc il faut y aller. Concernant le jeûne des premiers-nés, les jeunes des premiers, donc les premiers-nés, ils ont été sauvés. Et en souvenir de ce miracle-là, les premiers-nés ont l'habitude de jeûner. Souvent, l'habitude aujourd'hui, c'est de participer à un sioum, c'est-à-dire la conclusion d'un traité, en général de Gemara, et surtout à la Séouda qui a avec ce sioum, et de comprendre le sioum. Il faut comprendre le sioum, sinon ça n'a pas de sens. Et aussi participer à la Séouda, il faut manger là-bas un kazaït, au moins 27 grammes de la Séouda de mitzvah, pour pouvoir participer à ce sioum et être acquitté du jeûne des premiers-nés. Il faut entendre donc le sioum, il faut comprendre le sioum. Il y en a aussi qui ont l'habitude de jeûner pour leur fils qui est premier-né, donc à la place du fils, ou en tout cas soit de jeûner, soit de faire le sioum. Et quand la veille de Pessah tombe Shabbat comme c'est cette année, donc on va pas jeûner Shabbat, donc on avance le jeûne à Yom Hamishi, à jeudi, qui est donc le 12 Nissan. Donc cette année, ça sera jeudi, et il faut absolument aller à un sioum si on veut pouvoir ne pas jeûner. D'ailleurs, celui même qui va aller à un sioum, tant qu'il n'a pas fait le sioum, il ne peut pas boire son café, etc. C'est comme un jeûne, sauf que dès qu'on a fait le sioum, c'est bon, on peut manger. On va accélérer la vitesse. On a encore quelques éléments à voir. Pessah, je pense que c'est le moment où c'est le plus long, mais on va essayer d'aller assez vite. Concernant déjà les préparatifs de la fête, il ne faut pas avoir peur de dépenser. On sait que les dépenses, tout est fixé de Tishri à Tishri, donc d'un Rosh Hashanah à l'autre, sauf tout ce qui correspond à Tishri. C'est un jeu de mots. C'est dans la Gemara Betsa. Tout est fixé de Tishri à Tishri, Chutz mi Tishri, à l'exception de Tishri. Tav, Talmud, tout ce qui concerne la Torah. Shin, Shabbatot. Resh, Rosh Chodesh. Yud, Yom Tov. C'est-à-dire que pour ces quatre postes de dépenses-là, Shabbat, Torah, Shabbat, Rosh Chodesh et Yom Tov, c'est une parnassa à part. Ça ne va pas me déduire de ma parnassa, c'est un compte à part. Et donc, plus je vais dépenser, plus je vais avoir d'argent. Moi, je vais dépenser, moi, je vais avoir de budget. Donc, il faut dépenser pour les fêtes. Akadosh Baruch Hu est avec nous. Euh, Très bien. Les dépenses de la fête, ne pas hésiter à voilà, acheter des choses pour les fêtes, que ce soit de la nourriture, des habits, etc. Il faut aussi se réjouir, mais il faut aussi réjouir les autres. Les autres, c'est les membres de notre famille. Acheter un cadeau à sa femme pendant les trois fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, la Torah nous demande ça. Et d'ailleurs, Avodia, un jour, il avait donné de l'argent à sa femme pour qu'elle aille s'acheter un bijou pour la fête. Il lui a donné 500 $ et elle est revenue et elle a rien acheté. Alors, il a demandé à son fils qui était parti avec sa maman, qu'est-ce qui s'est passé? Le fils, il lui a dit, euh, d'ailleurs, c'était quel fils? C'était Rabbi David Yosef. Donc c'est l'actuel Rishon LeZion, c'est le fils. Il est parti avec sa mère pour acheter des bijoux, sauf qu'elle a vu un bijou et qu'elle n'avait pas assez d'argent, ça coûtait 1000 $. Elle est revenue, elle n'a rien dit à son mari. Le fils a raconté l'histoire à Rav Ovadia. Rav Ovadia, il lui a sorti 1000 $. Je ne sais pas si vous imaginez, hein, des fois on fait un cadeau à 100 € et on est content, on se dit ouais, j'ai sorti 100 €, c'est quand même pas mal. Là,
D'accord. Est-ce que le problème de son, il vient d'arriver ou vous avez raté beaucoup de mots? 30 secondes, ok. Donc on disait que les préparatifs de la fête, on n'attend pas le dernier moment, on se prépare en avance, on prépare les casétimes, les tailles, combien je vais devoir manger de matzah, combien ça pèse, etc. On a le droit d'ailleurs pendant la fête d'utiliser, si on veut, une balance mécanique, parce que c'est pour un besoin de mitzvah, donc pour peser, avoir les bonnes doses, etc. Également, il faut faire attention à la salade. Le son est bien revenu, ouais. Est-ce que le son est bien revenu? Merci. Il faut faire attention à la salade qu'on achète. Le but, c'est de pas d'acheter quelque chose avec des bêtes, parce qu'on fait pas une mitzvah pour faire une avéra au passage. C'est très grave. C'est plusieurs interdits à chaque fois qu'on mange un insecte. Donc, c'est un vrai problème. Il faut faire très attention à ça. L'idée, c'est d'acheter des choses qui sont déjà pré-vérifiées, ou comme les choses gouche-catif, qui grandissent sans bêtes, etc. En tout cas, faut faire attention à ce qu'on achète. Euh, Une des grandes préparations aussi, c'est concernant le Maguid. On sait que la grande mitzvah du soir de Pessah, c'est de raconter. Donc il y a ce qu'il y a dans la Haggadah, il y a ce qu'on peut rajouter en plus de la Haggadah, comme on l'a dit, Kol Marbé, les Saper B'tziat Misraïm, celui qui multiplie le fait de raconter la sortie d'Égypte. Et tout le monde la connaît, mais l'idée c'est de raconter, d'amener des chidushim, de poser des questions, de s'intéresser. Il est digne de louange et on montre par ça à Kadosh Baruch Hu. On dit que Kadosh Baruch Hu, toute l'année, il est avec les tzadikim, mais le soir de Pessah, il vient et il regarde ce qui se passe au CEDER et il voit à quel point on est investi dans notre CEDER. Donc ça, forcément, ça nécessite une préparation. Ça fait partie aussi des préparatifs. Au même titre qu'on prépare de la nourriture, on va aussi préparer tout ce qu'on va pouvoir dire au CEDER, comment on va intéresser les gens au CEDER, embellir notre table, faire mieux que l'année dernière, etc. Concernant la matzah, on a une obligation de manger le soir du CEDER ou les soirs du CEDER de la matzah de mitzvah, matzot mitzvah. Et c'est très très important que ce soit de la matzah shmura, idéalement faite à la main, pour le seder, c'est très important. Autant après, dans le reste de la fête, on peut prendre de la matzah normale. Pour le seder, c'est très important d'avoir de de la, de la matzah shmura. Ok, très bien. Il y a beaucoup de choses à voir. On avance. Donc la veille de Pessah, on a l'habitude de ne pas manger de matzah le jour de la veille de Pessah, parce qu'il faut la manger avec appétit, envie, etc. le soir de Pessah. Donc la veille de Pessah, on ne mange pas de matzah. Par contre, tout ce qui est matzah, ashira, gâteau avec farine de matzah, etc., ça, on aura le droit. Il n'y a pas de problème. Il y a une ségoula de lire la veille de Pessah, on peut lire tout le temps, mais c'est la ségoula de lire la lettre de Rabbi Shimshon de Ostropoli, qui est une lettre. C'est une grande ségoula de lire ça. Vous pouvez trouver le texte dans pas mal d'Agada ou ailleurs. Une seconde. Certains ont l'habitude de lire au moins une fois par an la ségoula de Rabbi Shimshon d'Ostropoli. L'habitude est de la lire la veille de Pessah particulièrement. Il est notamment dit à son sujet qu'elle protège de toute embûche, d'une mort anormale et de la réussite jusqu'à la venue du Mashiach. Donc ça, c'est bien de lire ça. Euh, on se prépare pour la fête, comme il faut, etc. Euh, c'est bien d'aller au mikvé, comme avant chaque fête, comme avant chaque Shabbat, d'ailleurs, celui qui peut, d'aller au mikvé, ça purifie, ça renouvelle. Euh, très bien. Il faut aussi essayer de se reposer un petit peu, de faire dormir aussi les enfants pour pouvoir être en forme pour le CEDER. Donc ça aussi, ça fait partie des préparatifs. Et comme ça, on peut faire rentrer la fête dans un bon esprit. OK. Achanat Ner Dalouk. Donc on va préparer une bougie qui est allumée en avance de 72 heures ou voilà, pour pouvoir avoir du feu, pour pouvoir l'utiliser pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov, si jamais on veut utiliser du feu. Alors, bien entendu, c'est que à partir d'un feu existant. Et également, on ne peut pas éteindre du feu, on peut juste allumer, par exemple, en prenant une allumette ou une bougie ou quoi, mais on ne peut pas éteindre. Donc, on peut préparer comme ça une bougie en avance. Très bien. Donc, il y a l'allumage des nérodes classiquement, sauf qu'on fait la bracha de Asher Kilishan Menutav Sivanu, le Hadlik Ner Shel Yom Tov, et pas Shabbat. En plus des nérodes de Shabbat qu'on allumera pour Shabbat, bien entendu.
Les femmes ne feront pas Shechianu au moment de l'allumage, puisque après, pendant le Kiddush, on fera la bracha de Shechianu. Ok. Euh, Par rapport au Shabbat, comme ça tombe cette année Shabbat, la veille de Pessah, on va laisser donc des choses de côté qui s'émiettent pas trop, comme par exemple des pitotes. Donc vendredi soir, bah, on mange du Khamet sans aucun problème. Pour Shabbat matin, il faut faire attention parce que la Séouda, on devra la manger avant l'heure limite du Khametz. Donc il y a des gens qui vont prier très tôt, il y aura beaucoup de sinon, ils vont prier au net et ils vont enchaîner juste après le repas assez tôt. Et même la Séouda Shlichit aussi dans la foulée, par exemple, pour pouvoir encore manger du pain. Il y a une autre solution qui consiste à faire frire des matzot, mais on ne va pas maintenant rentrer dans tous les détails de ça. En tout cas, on peut manger du Khametz jusqu'à l'heure limite du Khametz. Euh, ok. Concernant, on va pas, quand on est pendant Shabbat, on peut pas préparer de Shabbat à Yom Tov. Donc, il faut attendre que Yom Tov sorte. On peut pas commencer à dresser la table, etc. Il faut attendre la sortie des étoiles pour pouvoir préparer pour pouvoir préparer pour Yom Tov. D'ailleurs, avant de commencer à préparer, puisque la Havdalah, elle sera intégrée au Kiddush et donc à la Haggadah, donc on ne fera pas la Havdalah. Donc pour pouvoir commencer ces préparatifs, il faut entre guillemets faire sortir Shabbat. Donc qu'est-ce qu'on dit? Baruch Hamavdil ben Kodesh, les Kodesh, pas les Kodesh les Chol, parce que là on rentre on passe de Shabbat à Yom Tov et pas de Shabbat à Chol. Donc Baruch Hamavdil ben Kodesh, les Kodesh. Ensuite, je peux commencer mes préparatifs, mais encore une fois, c'est une fois que la nuit elle est tombée la sortie des étoiles que je peux commencer les préparatifs. Sauf si c'est juste des trucs à sortir du congélateur. Le fait de les décongeler pour qu'ils commencent à se décongeler en avant, ça, c'est pas considéré comme un préparatif et on pourra le faire. Très bien. Dans la tfila de Harvit, on va rajouter Vatodienu. C'est comme un Tachonan Tanu, mais c'est Vatodienu en fait, pour pouvoir faire sortir Shabbat. Donc, il faut faire attention aussi à ça dans la tfila de Harvit. Euh, Pareil pour allumer les nérodes donc de Yom Tov, samedi soir, il faudra attendre bien entendu que Shabbat soit complètement sorti pour qu'on puisse allumer les nérodes de Shabbat, les nérodes de Yom Tov, pardon. Et encore une fois, ça sera uniquement à partir d'un feu existant, bien évidemment. La tfila de Harvit de Pessah. Donc, grand moment, on va lire le Hallel. C'est le seul soir de l'année où on lit le Hallel. Il n'y a pas d'autre soir où on lit le Hallel dans l'année. Donc c'est quand même très très important, il faut réaliser ce qu'on fait. Et d'ailleurs, quand on va faire la bracha sur ce Hallel, parce qu'on va le faire avec bracha, il faut penser à acquitter le Hallel qu'on fera à la fin de la Haggadah. Parce qu'à la fin de la Haggadah, on a le Hallel. D'ailleurs, la fin de la Haggadah, c'est aussi la Haggadah au même titre que le début, sauf qu'il y a le repas entre les deux, mais la deuxième partie de la Haggadah, qui est d'ailleurs avec le troisième et le quatrième vers, après le repas, a toute son importance. Donc il faut essayer de ne pas être complètement explosé ou allongé ou absent ou voilà. Donc, quand on fait le du Hallel, on pense à quitter le Hallel de la fin de la Haggadah. Les femmes aussi, elles vont faire le Hallel. Même si la femme, elle n'a pas l'habitude de faire Arvit, il faut quand même qu'elle fasse le Hallel ce soir-là, avant qu'on commence la Haggadah. Et elle le fera avec la bracha et donc complètement jusqu'à la fin avec la bracha de Yehaleluka. C'est un grand moment pour le chinour au niveau de l'éducation. On dit que le chinour est transmis ce soir-là de Pessah parce qu'il y a un message fort de transmission. Et donc, il faut voir ça comme une opportunité plutôt comme qu'un programme à dérouler bêtement. Concernant le CDR, on va aller très très vite pour terminer. Donc, dans le CDR, on a 15 étapes. On les lit d'ailleurs au début, Kadesh, Uchaz, Karpat, Yachatz, etc. On les lit pour montrer l'importance, donner la tendance de ce qu'on s'apprête à faire. D'ailleurs, le Gaon de Vilna a dénombré le nombre de mitzvot qu'on a ce soir-là, entre les mitzvot des Rabbanan, les mitzvot de la Torah, etc. On a 64 mitzvot ce soir-là du CDR à accomplir. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de mitzvot. Encore une fois, c'est à voir comme une opportunité. On prépare le CDR, le plateau. Donc il y a la préparation du plateau, ça a une importance en soi. Et il y a ce qu'on fait après avec le plateau. Ce qu'on utilise du plateau, c'est autre chose, mais les deux sont importants. On prépare le plateau, donc on peut retrouver des schémas où on voit comment le disposer. Et on va maintenant dérouler les différentes étapes rapidement. Première étape, c'est le Kadesh. Donc bon, on dresse une belle table, etc., etc. Si la table n'est pas prête quand on rentre, on ne s'excite pas, on garde son calme et on aide à préparer.
Euh, on va prendre des verres. Idéalement, le soir de Pessah, on sait que le verre du Kiddush, c'est le premier verre, donc chacun a son verre. L'idéal, c'est d'avoir il y a une notion de finir tout le verre. Donc, idéalement, c'est de ne pas prendre des verres trop grands pour pouvoir et avoir la quantité du Révi-Hit qu'il faut, donc 86 millilitres, et aussi qu'il ne soit pas trop grand, comme ça, on peut le boire en entier, idéalement. On nettoie bien son verre, on a l'habitude de faire ça, c'est une bonne chose. Et ensuite, on va servir les personnes. Et c'est bien que le Baal Habaït se fasse servir par quelqu'un d'autre. C'est un soir où on est en chéroute, en liberté. Tout est basé sur ça. Et donc, on va se faire servir. Même les enfants, c'est bien de leur donner un petit peu de vin au jus de raisin pour les éduquer à ça. Le mieux, c'est de faire donc sur du vin rouge. Celui qui peut pas boire du vin, alors il buvra du jus de raisin. Et idéalement, il faut que ça soit, voilà, faut que ça soit rouge quand même, c'est important. D'ailleurs, il y a une histoire avec un Rabbi Yosef Be'er Mibris, qui a quelqu'un qui est venu juste à la veille de Pessah, il a toqué à la porte de ce Rav et il lui a dit, est-ce que l'obligation de boire les quatre verres, est-ce qu'on peut l'accomplir avec du lait? Le Rav, il a écouté la question, il a appelé sa femme et il lui a dit, regarde, si tu peux aller là-bas, il y a une enveloppe avec 25 roubles dans ce placard-là, pour qu'il puisse pour qu'il puisse acheter ses affaires. Donc, il donne l'argent à la personne et le gars, il dit, mais non, non, mais moi, Raph, je suis pas venu ça, je suis juste venu demander une question. Alors, il l'a mis à l'aise, il dit, t'inquiète pas, prends l'argent, fais tes courses. Quand tu pourras, tu me le rendras. Alors, après, ça, il a fermé la porte, sa femme lui a demandé, elle a dit, mais pourquoi tu lui as donné 25 roubles? C'est une somme énorme pour acheter, voilà, ce qu'il a besoin, les 4 verres de vin pour sa famille. C'est peut-être 2 roubles, 3 roubles. Alors, il dit, mais tu as entendu sa question, il a dit, est-ce qu'on peut le faire avec du lait? Écoutez la chorma. S'ils veulent faire avec du lait, on sait qu'il y a deux verres qui sont avant le repas, mais il y a les deux derniers verres qui sont après le repas. Donc s'il a l'intention de boire du lait, c'est qu'il n'a pas mangé de viande. S'il n'a pas mangé de viande, c'est qu'il n'a pas de quoi payer sa viande. Donc il lui a donné 25 roubles pour qu'il puisse être bien pour la fête. Ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, de réjouir soit aussi les autres, mais aussi les gens qu'on ne connaît pas, les pauvres. Qui bras d'épicerie, le fait de donner de l'argent pour les pauvres, il y a énormément de dépenses à Pessah. C'est peut-être le moment où il y a le plus de dépenses. Donc il faut aussi donner largement, participer en avance. C'est maintenant le moment pour le faire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et donner, donner, donner encore. Quand on a de l'argent, c'est aussi pour ça. Donc ensuite, on va faire le qui-douche. On pense à acquitter les autres pensent à se faire acquitter comme tout qui-douche. Il faut pas qu'ils répondent Baruch Hu, Baruch Shemo, bien entendu, parce que sinon ça fait une interruption. Donc ils disent juste Amen pour se faire acquitter. Euh, on dira bien le qui-douche avec de la joie, on articule bien, etc. Et également, on fera la bracha de Shechianu. Et dans la bracha de Shechianu, on va penser également à acquitter la matzah, quand on va manger la matzah et le maror. Donc quand on fait Shechianu dans le kiddush, on pense à acquitter la matzah et, euh, et le maror. Ok. À chaque fois qu'on va dire que on va boire les quatre fers comme ça, on dit qu'on est béasiba, donc de manière accoudée. Il y en a qui vendent des grands coussins avec marqué PSA. L'idée, c'est pas d'être complètement tordu et d'ailleurs tout le monde doit s'accouder sur le côté gauche. C'est une question de sécurité par rapport à la trachée et l'œsophage. Même les gauchers s'accoudent à gauche, tout le monde s'accoude à gauche. C'est un signe de liberté. Donc, si quelqu'un il n'est pas à l'aise, il est tordu en quatre, c'est pas le but. Il faut trouver sa position, sa chaise, son coussin, son. Il y en a qui ont un fauteuil ou même on peut se faire comme ça, c'est pas mal du tout. Vous pourrez tester. En tout cas, l'idée c'est d'être à l'aise. C'est pas juste de s'accouder pour s'accouder. Donc, a priori, il faut boire un Révi au moins, donc 86 millilitres. Maintenant, a posteriori, si on a bu au moins la majorité d'un Révi au moins la majorité d'un Révi donc on est quitte. Mais idéalement, il faut boire un Révit. C'est pas énorme un Révit, hein, ça va assez vite quand même. Un gobelet, c'est 20 centilitres. Donc 100 centilitres, c'est un demi-gobelet. Donc c'est-à-dire que c'est même un petit peu moins qu'un demi-gobelet. Il vaut mieux quand même rajouter un peu pour être sûr et pour montrer notre attachement à la mitzvah. Dans le kiddush, comme c'est cette année en même temps la sortie de Shabbat, on va intégrer en fait l'Havdalah. Et donc on va rajouter là-bas, on va faire donc Kiddush Chamesh Brachot Sheyesh Ba'en Kiddush Gam Havdalah. Et Siman Yokneaz, donc Yoriminas c'est Yahin, c'est Boré Peragefen. Kiddush, c'est Mekadesh Israël Azemanim, ce qu'on va dire dans le Kiddush. Ner, on va faire Boré Meoré Haesh. Et ensuite, Amavdil Ben Kodesh Lechol et Shechianu. Donc en fait, on intègre la Havdalah, c'est dans tous les Sidurim, au Kiddush, et on fera Boré Meoré Haesh à partir d'une flamme existante, bien entendu, vous l'avez compris. Euh,
Et là-bas, dans la bracha, on dira Baruch Hashem Avdil ben Kodesh, les Kodesh. Pareil, parce qu'on ne rentre pas dans le Chol, mais on rentre dans le Kodesh. C'est dans les livres, pas d'inquiétude. Il y en a qui ont l'habitude de manger juste après le kiddush le betza, l'œuf, en souvenir du Korban Chagiga. Et donc, on fait chez Akol et on mange l'œuf pour ceux qui ont l'habitude. Deuxième étape, on va aller assez vite, vous inquiétez pas. La deuxième étape, c'est Uprat. Donc, c'est de se laver les mains avant de manger le karpas. Quand, on sait que quand on trempe des choses dans un liquide, bon, il y a des façons de se sortir de ça, des exceptions, etc. Mais de manière générale, quand on trempe dans un liquide, on doit faire un Netilat Yadayim sans bracha. Et le but, l'idéal, c'est de ne pas parler jusqu'à qu'on prenne le karpas. La troisième étape, c'est le karpas, donc cette fois de le manger. On va prendre moins que kazaït, idéalement, de karpas. On va le tremper dans l'eau salée. L'eau salée, soit il faut l'avoir préparée avant, c'est l'idéal. Celui qui a oublié, il peut en préparer, mais il faut en préparer en toute petite quantité. On va tremper le karpas et on va faire boré priya adama. Et on pense quand on fait boré priya adama à acquitter le maror, qu'on va manger un peu plus tard. Même si d'ici là, on aura déjà fait motzi, mais le maror, c'est quelque chose qui est considéré un peu comme un fruit, on va dire. Donc, on devrait faire la bracha dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on fait la bracha dès maintenant dessus. Et on pense à acquitter, quand on mange le karpas, on pense à acquitter euh, le maror. Très bien. Euh, Quand on trempe le carpas, c'est bien de toucher un petit peu l'eau pour qu'on soit sûr a posteriori d'avoir été obligé de faire cette nétilate là qu'on fait, parce qu'en touchant le liquide, c'est ça qui nous oblige à faire la nétilate. Très bien. La quatrième étape, c'est le yachatz. Donc on prend la matzah en fait du milieu, donc on a trois matzot. On prend la matzah du milieu et on la casse en deux morceaux, un petit, un grand. Le petit morceau, on va le replacer entre les deux matzot, alors que le grand morceau, on va le prendre pour la ficomane, on va l'entourer dans une nappe, etc. Et on va le cacher. Il y a même, on fait jouer comme ça les enfants pour dire qu'ils trouvent la ficomane, etc. On leur demande qu'ils cherchent la ficomane. Et en fait, tous ces trucs-là, ça tourne autour du fait de les maintenir éveillés et motivés, etc. Et on peut leur donner aussi des petits bonbons, des chocolats pour les maintenir éveillés pendant la Haggadah. La cinquième étape, c'est le Magid. Donc là, en fait, on commence avec Al-Ahmania. Donc Magid, ça vient de Haggadah. Haggadah, c'est raconter. Et donc là, en fait, on va lever le plateau. Al-Ahmania, en fait, dans les Sidurim, on va retrouver à chaque fois quand est-ce qu'on doit lever le plateau, poser le plateau, découvrir le plateau, le mettre de côté, etc. Tout ce qu'on fait, encore une fois, c'est pour éveiller l'attention, pour dire il se passe quelque chose, c'est un soir particulier. Euh, Ensuite, donc il y a un moment où on va remplir le deuxième verre, et là on va dire Manishtana. D'ailleurs, au passage Manishtana, on dit qu'est-ce qui est différent entre ce soir-là et les autres soirs de l'année, où on fait ça ce soir-là et les autres soirs de l'année, on fait comme ça. Il y a aussi une notion de Manishtana, j'ai entendu ça d'un rave, je ne sais plus qui est la vérité. Manishtana, qu'est-ce qui change? Ça veut dire en quoi tu as changé cette année, en quoi tu es différent de l'année dernière, qu'est-ce que tu as fait de nouveau cette année, sur quoi tu as avancé cette année, sur quoi tu veux changer, sur quoi tu veux avancer. Donc ça aussi, c'est un des messages de Pessar. Donc on remplit le deuxième verre, on remet le plateau sur la table, on découvre les matzot, et là on commence à lire toute la Haggadah, Avadim, Aïnou, etc. Et donc en fait, on matrilim Begnai, Vesaim Bishvach, au début on rappelle d'où on vient avec Terach, le père d'Avraham Avinu, qui était un idolâtre, etc. Et après on finit avec des Shvach, avec tout ce qu'on a eu à la sortie d'Égypte. Et on raconte ça, et donc il faut traduire, il faut comprendre la vraie mitzvah de base, c'est de comprendre la Haggadah. Alors oui, quand on va dire à un moment, on va dire tout celui qui dit les trois choses, celui qui dit pas les trois choses, il est pas quitte. C'est-à-dire que quand on dit ces trois choses, on est quitte de la mitzvah au sens strict, mais l'idée c'est de comprendre des passages, d'en lire, d'en traduire, de s'intéresser. Et donc c'est très important. Il y a aussi cette notion de transmission du père vers le fils ou du grand-père vers le petit-fils, ça marche aussi. Et il faut aussi que les femmes, elles comprennent et qu'elles racontent cette histoire de la sortie d'Égypte, c'est très important. Le principal, donc, c'est, on nous dit que Ulemaran Tesaper Beozne Bincha ou Ben Bincha et Asher Italalti Israël, que tu racontes à l'oreille de ton fils et de ton petit-fils, etc. Donc, quand on dit à l'oreille, ça veut dire que ça doit être compréhensible. Si maintenant j'ai un public qui va pas être friand de guématriotes, de calcul, de commencer à me raconter des trucs dans les profondeurs, j'ai pas fait ma mitzvah. Moi, je dois raconter des choses qui sont simples, accessibles aux gens qui sont avec moi. Alors, si c'est des gens qui vont comprendre, apprécier, c'est très bien. Mais il faut toujours que rester en fait sensible à l'auditoire, aux gens qui vont être là, qui vont nous écouter. Et encore une fois, Arez et Meshubar, tout celui qui va raconter, on nous dit que Mechanes Akadosh Baruch Hu, Lechol Pamalia Shel Ma'ala, Akadosh Baruch Hu, il va voir tous les anges en haut et il leur dit Lechu Veshimu Atzipur Hashevar Sheli Sheme Saprim Banaï. Allez, allez, il dit aux anges, allez écouter mes enfants, comment ils sont en train de raconter toutes les louanges à mon sujet, comment je les ai sortis d'Égypte, etc. Alors que si on commence à regarder, nous, les salades, les plats, d'ailleurs, au passage, on a le droit de commencer à manger, si on veut, un peu de pommes de terre, des petites salades, pour être réveillé.
si c'est pas le but d'avoir faim, pareil, on peut boire pendant la Haggadah, sauf du vin pour pas rentrer dans des problèmes avec les verres, mais on a le droit de faire ça pour pouvoir être maintenu. Concernant la parole, on va essayer de ne pas s'interrompre pendant la Haggadah, sauf si c'est un sujet, une traduction, une idée, une question qui est liée. Alors là, il n'y a pas de problème, mais sinon, il faut essayer d'être dans le sujet, d'être intéressant. Et pour ça, il faut préparer et, comme on dit, faire du CEDER, en fait, donc faire de l'ordre et s'organiser. Donc, on lit la Haggadah, encore une fois, bon, Dayenu, on va pas passer maintenant sur tous les passages, c'est dans tous les livres. La sixième étape, c'est Rachza, donc là, c'est Netilat Yadayim. On a fini de lire la Haggadah, on va faire Netilat Yadayim cette fois avec Bracha, comme toute Netilat pour manger du pain. La septième étape, c'est Motzi Matzah. Donc, on va prendre cette fois les matzot telles qu'elles sont posées. N'oublions pas qu'on a le petit morceau qui est entre les deux et les deux grandes matzot. Yochanan ben Yadov Yomar, la Mesubim, les Kaven, les Kamizot, assez Torah Bachilat Matzah. Euh, donc, on aura pour intention d'accomplir le commandement positif de manger la matzah en souvenir de nos pères qui sont sortis d'Égypte, Bechipazon, donc avec empressement, et que leur pâte n'a pas suffi, n'a pas eu le temps de monter. Ça, c'est la kavana idéale à avoir. Donc, on mange cette matzah en souvenir de ça. Ouais, non. Ok, j'arrive. On mange cette matzah en souvenir de ça, et on fera Amoti Lechamim Haaretz. On fait la bracha de Amoti Lechamim Haaretz. Ensuite, on pose la matzah qui est en bas. Et on fait la bracha de alachilat matzah. Donc d'abord Amos Lechem Aretz, ensuite on pose la matzah du bas et ensuite on fait alachilat matzah. Et là on va prendre un morceau de la matzah du haut, un morceau de la matzah du bas, un kazaïd de chaque. Et avant de manger à couder, je vais goûter un petit bout moi, en tant que balabaït. Ensuite je vais donner de la matzah du haut à chacun des convives. Euh, c'est une seconde. Oui, donc moi je vais goûter un petit bout. Ensuite, je vais distribuer aux convives. Donc un morceau de la matzah du milieu, un morceau de la matzah du haut. Forcément, il n'y aura pas kazaït pour chacun en général. Donc je prends quand même un petit bout pour qu'ils aient goûté quand même les deux. Et après, je leur complète avec de la matzah qui vient même de ma boîte. Et ensuite, moi, je m'assois et là, je peux manger accoudé et je mange ma matzah. Euh, Ka'asher mechalek le beneveto, im yesh b'shtei matzot. Une seconde. Donc moi, en tant que balabaï, je vais manger deux kazaïs pour les gens qui sont avec moi, selon la stricte loi, du moment que je leur donne quand même deux petits morceaux de la matzah du milieu et du haut, ils pourront manger un seul kazaït. Maintenant, si ils peuvent en manger deux, c'est mieux, mais c'est pas obligé d'après la stricte halakha, ils pourront manger un seul kazaït. Ok, et il faut donner même un petit peu plus au kazaïd parce que des fois il en reste dans les dents, etc., pour pouvoir être vraiment acquitté de ce qu'on fait. Il y a une histoire aussi avec parce que souvent on mange la matzah et on se dit ça fait mal au ventre, j'ai mal, c'est pas bon, et les gens ils se plaignent, et toi t'arrives, ah t'as déjà fini, etc. Il faut pas parler comme ça de la matzah. La matzah, il faut savoir que c'est quelque chose de très élevé. Et la matzah, c'est un aliment qui peut guérir, apporter de la émouna, apporter beaucoup de choses. Il y a un jour, un monsieur, sa maman était malade et elle devait subir une opération. Et le rabbi lui a dit, c'était la fête de Pessah, et le rabbi de Lubavitch a dit à ce monsieur, dites à votre maman qu'elle mange de la matzah pendant Pessah. Elle a mangé de la matzah en étant joyeuse de s'appliquer, etc. Au final, elle n'a pas eu besoin d'opération. C'est une petite histoire, mais c'est pour montrer que la matzah, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, où il faut se réjouir, en fait, de manger de la matzah et se réjouir de manger les bonnes quantités. Cette quantité-là qu'on va manger, il faut la manger idéalement en moins que 4 minutes, maximum 4 minutes. Celui qui ne peut pas 4 minutes, alors 7 minutes et demie. Mais franchement, 4 minutes en général,
C'est largement faisable et il faut vraiment sentir le goût, mâcher cette matzah et l'apprécier encore une fois. Et il faut absolument s'accouder, comme on l'a dit avant. Ensuite, il y a le maror. Le maror, donc on prend un kazaï de maror. Encore une fois, quand on a fait le karpas, on a fait Adama, on a pensé à quitter le maror, donc on ne va pas refaire de bracha. Il faut un kazaï de maror. Encore une fois, il faut que ça soit quelque chose où il n'y a pas de verre et quelque chose où il n'y a pas où il n'y a pas de bête, etc. C'est très important. On va tremper dans le charoset. Par contre, pas beaucoup de recettes. On va le secouer un petit peu pour pas qu'il y en ait beaucoup parce que le but, c'est quand même le maror, c'est l'amertume. Faut pas que ça soit une salade de recettes. Celui qui veut manger après du recette, très bien. Et donc, on pense cette fois à s'acquitter de la mitzvah de manger le maror. Et on va faire la bracha. On fait pas la bracha de Adama, mais on fait quand même la bracha de Al-Achilat Maror. Akadosh Baruch Hu qui nous a demandé de manger le maror. Et cette fois, on ne va pas s'accouder. Le charosset, au passage, on le fait avec des fruits auxquels le peuple d'Israël est comparé comme la pomme, la date, la grenade, etc., la noix. Et donc on le fait comme ça et c'est en souvenir en fait du titre du goudron qu'ils avaient pour pouvoir faire les briques. On a presque terminé. Euh, encore une fois, c'est Pessah, hein, mais une seconde. Ok. Après le maror, donc on a le korer, c'est ce qu'on appelle entre guillemets le sandwich. Donc cette fois, on prend un kazaïd de matzah. Cette fois, c'est la matzah du bas qu'on va utiliser. Rappelez-vous, pour le motzi, on a pris la matzah du haut et la petite matzah du milieu. Là, cette fois, pour le korer, le sandwich, on va utiliser la matzah qui est la matzah du bas. On va prendre un kazaïd. Encore une fois, s'il n'y a pas un kazaïd pour tout le monde de la matzah du bas, on donne un petit bout de la matzah du bas et on complète avec de la matzah de la boîte. Donc un kazaïd de matzah, un kazaïd de maror. On le trempe dans le charosset. Cette fois, il y a pas, c'est moins problématique s'il y a beaucoup de charosset. Et on le mangera à coudée. Donc un kazaï de maror, un kazaï de matzah, le charosette, et on mange ça euh, à coudée. Très bien. Ensuite, le shulchan horaire. Shulchan horaire, c'est la table, le repas en fait. Donc on fait un bon repas. C'est très important de ne pas trop manger ce soir-là, même s'il y aura certainement des bonnes choses. Il faut faire un travail sur soi. D'ailleurs, au passage, c'est un travail qu'on doit faire toute l'année. Donc, ça peut être un exercice de travailler ta avatar son envie de manger. Parce qu'on doit manger absolument la ficomane. Déjà, quand on mange beaucoup, après, on est complètement KO. Mais au-delà de ça, on doit manger la ficomane avec appétit. Sincèrement, qui mange la ficomane avec appétit? Alors, cette année, essayons de ne pas trop manger. Juste ce repas-là, juste ces repas-là, pour ceux qui font deux sédarim. Il n'y a pas 10 000 fois dans l'année où on nous demande de ne pas manger. C'est la seule fois d'ailleurs où on nous demande de faire un effort et de ne pas manger beaucoup. On peut manger de tout, c'est très bien. Il faut faire cavode à la personne qui a préparé, c'est évident. Mais il faut garder un petit peu d'appétit pour pouvoir manger la matzah à la fin. On ne pas que c'est un repas de fête, donc on parle de Torah. On peut continuer à raconter des choses sur la sortie d'Égypte, etc. Et c'est une très bonne chose. Ensuite, il y a la 11e étape, c'est le tsafoun. Tsafoun, c'est l'afikoman. À la fin de la Séouda, donc on prend un kazaï de la matzah. On l'avait caché, rappelez-vous, c'était la matzah du milieu. On avait pris le grand morceau et on l'avait caché, c'était la ficomane. On prend cette fois ça. Encore une fois, s'il n'y a pas pour tout le monde, on prend ça et on complète. C'est ce qu'on appelle la ficomane. Et après, on va dire un passage, Zecher la korban Pessah, etc. Euh, et on va s'accouder. C'est très important à chaque fois, à tel point qu'il y a des halakhot. Si on a oublié de s'accouder, il y a même des fois où on doit remanger. Donc, il faut faire très attention à ça quand on doit s'accouder. Encore une fois, on doit être à l'aise. Et on mange la ficomane sans aucun accompagnement. On mangera vraiment que la ficomane. Très bien. Il faut manger la ficomane avant Chatzot Laïla. En Israël, c'est à peu près minuit et demi, je crois. En France, c'est peut-être 1 heure et demie, il faut vérifier. En tout cas, c'est important de manger ça avant cet horaire-là de Chatzot Laïla du minuit juif. Et il faut le manger à la sava en étant non rassasié. Il faut qu'on ait encore de la place pour manger ça. Pas de la place technique, mais de la place comme si on a encore un petit peu faim. On a l'habitude de ne pas manger après la ficomane pour pouvoir laisser le goût de la ficomane. On aura le droit de boire un petit thé, un café ou une boisson qui n'est pas de l'alcool, mais on évitera on ne peut pas manger après la ficomane. Et ensuite, on a barère. Donc, c'est ce que je disais, en fait, c'est la fin de la Haggadah, littéralement. C'est pas juste le birkat et le halal, c'est vraiment la fin de la Haggadah. On fait maïm acharonim, on prend notre verre, et là, on va remplir le verre.
et on va faire dessus le Birkat Amazon. On va soulever le verre comme ça. Donc tout le monde a soulevé le verre, au moins un téphare, donc au moins 8 centimètres au-dessus de la table. Et on va faire le Birkat Amazon dessus. Celui qui ne peut pas tenir le verre parce qu'il est fatigué, au moins pendant la première bracha du Birkat Amazon, il va le tenir. On n'oubliera pas Yaalev et Yavo. À la fin du Birkat Amazon, on fait la bracha de Hagefen et on boit toujours à couder notre troisième verre. Celui qui ne s'est pas accoudé devra recommencer et reboire, à quel point c'est important. Donc à chaque fois, s'accouder. Et ensuite, on a le Hallel. On sert donc le quatrième verre, on le lève pour pouvoir dire le Hallel. Celui qui ne peut pas le lever pendant tout le Hallel, alors il le lèvera au moins cette fois, c'est à la fin. Le Birkat, on a dit celui qui ne peut pas lever au moins la première bracha. Là, pour le Hallel, celui qui ne peut pas lever tout le Hallel, il le lèvera à la fin sur la bracha de Alléluia. Il faut éveiller le public à dire le Hallel en étant Benachad, Besimcha, en étant joyeux, content, etc. C'est un grand moment, et pas en étant en train de s'endormir ou d'avaler les mots et de le finir à quatre pattes. C'est très important parce qu'on remercie Akadosh Baruch Hu sur tous ces miracles et c'est vraiment le soir de la Emouna, le soir où on renforce notre Emouna, comme le disait le fils du Rav Bédichou, un grand Talmid Racham, il a dit que c'est ce soir-là, en fait, c'est ce jour de Pessah où on a pris sur nous la Emouna Akadosh Baruch Hu, que non seulement il a créé le monde, mais qu'aussi il gère le monde. Quand il y a eu la sortie d'Égypte, les Bnei Israël ont compris ça, ils ont cru en ça. Et donc c'est ce moment-là où on va dévoiler en quelque sorte cette chose-là. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir amener la Géoula très bientôt, cette année peut-être plus que jamais. Et donc je pense qu'il faut prévenir en fait les gens en avance. Si on prévient les gens avant de commencer le Kiddush, avant de commencer la Haggadah, on leur dit n'oubliez pas, il y a la fin de la Haggadah qui est aussi importante que le début de la Haggadah. Quand on est prévenu, on peut gérer les choses beaucoup plus facilement. Euh, on a aussi une notion, et on termine sur ça encore dans une minute. Le Shulchan Aruch, il écrit que Chayav Adam la Asot Bilchot à Pesach ou B'Tziat Misraïm. Donc c'est bien de raconter la sortie d'Égypte, des halachot, etc., tout ce qui concerne Pesach. Ad Shetechatefenu Shena, jusqu'à ce que le sommeil nous prenne. Donc en fait jusqu'au max, quoi. Maintenant, ça c'est à condition qu'on fasse ça bien de manière joyeuse. Parce que n'oublions pas qu'on a toujours fait ça Martin Bechagecha. Il faut être joyeux, content pour la fête. Le but, c'est pas de faire une angoisse. Donc si quelqu'un il a plaisir à ça, il a un kiff, etc., il le fait, c'est magnifique. Mais si quelqu'un il commence à être nerveux, etc., alors qu'il aille dormir et qu'il continue demain. On lit le Kriyat Shema à la Mita comme d'habitude avec la bracha de Havapil. Et donc ça, c'est pour le Seder de Pessah. Pour les tfilotes de Pessah, les tfilotes de Chol HaMoed, tout ce qui est Chol HaMoed, on essaiera de faire un cours peut-être la semaine prochaine, Blinéder sur les halachot dans la semaine prochaine, non. Mais peut-être, enfin, pas lundi en tout cas, mais peut-être mardi, on verra. Ou peut-être que je l'enregistrerai ou j'enverrai un enregistrement, on verra. Il y a des halachot pour Chol HaMoed. Chol HaMoed, c'est les demi-fêtes, mais c'est aussi la fête. C'est très important de comprendre ça. Euh, et, et peut-être qu'il y aura aussi quelque chose sur les deuxièmes fêtes. Je ne sais pas encore comment on va s'organiser. En tout cas, l'idée, c'est de se préparer au maximum pour pouvoir vivre cette fête de la manière la plus extraordinaire. C'est une très grande fête où on a la possibilité vraiment de renforcer notre émouna et aussi celle des gens qui sont autour de nous pour ce moment-là. Et donc voilà, il faut voir ça comme quelque chose de très très grand, de très positif, que tout le monde puisse passer une excellente fête de Pessah, Pessah Kasher Vesameach, Bezrat Hashem. Et je vais peut-être cette année, à la place du groupe des Sphirotes où j'envoie chaque année pendant le Homer un petit truc chaque jour, peut-être faire différemment cette année parce qu'on a fait ça depuis plusieurs années déjà. On a l'habitude d'étudier les Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot. Alors peut-être de faire comme ça des petites vidéos sur une Mishnah à chaque fois du Pirkei Avot avec un enseignement concret et applicable. Donc je suis en train de réfléchir à ça. Je vous tiendrai au courant sur les groupes. Chazak à tous. Je vais voir s'il y a des questions. Et Pessah Kasher Vesameach, Bezrat Hashem. Euh, je réactive les micros.